Bonsoir, je crois que nous allons commencer. N'hésitez pas à prendre place, allez-y mesdames, posez-vous, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, nous allons consacrer cette soirée. Alors je dis ça pour le décompte parce que les horaires sont assez serrés, il ne faut pas faire de bêtises. Donc je dis top chrono parce que j'ai devant moi 60-70 minutes de discussion que nous allons avoir ensemble, puis vous, les questions, et voilà, tout ça est dans le timing. On n'est pas à la télé, mais on s'y croirait presque. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là pour cette soirée qui est consacrée à un événement dont on a beaucoup parlé, mais vous allez voir que ce soir, il va y avoir de la valeur ajoutée, comme on dit, dans les informations qu'on va vous donner, les évocations, les précisions historiques avec nos deux invités qui sont assez formidables. Je dis assez comme ça, voilà. Je fais attention pour les autres. Donc, on est très heureux de vous recevoir pour ce nouveau numéro du Temps des Archives. Très heureux parce que, justement, le temps, à propos de Temps des Archives, sera le maître mot de notre soirée. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai une horloge remarquable qui a été concoctée par Mireille Maurice de l'INA, qui va nous servir dans nos exposés. Il y a, vous savez, en matière de temps, il y a le temps qui paraît long, le temps long, celui qu'on explore, celui qui est cher à l'historien, suivez mon regard, mon cher Nicolas, qui fouille, exhume les traces, comme on le ferait à Pompéi, sauf que là, eh bien, les Romains sont bien vivants, acteurs de la construction du monde, chaotique, passionnant, enthousiasmant. À vous, à nous de voir grâce aux documents repérés, ramassés, les photos, collectés, valorisés dans les lieux les plus incroyables de l'ex-RDA par Nicolas Offenstadt, qui est donc auteur de ce livre que j'ai dévoré, je l'ai surligné de partout, qui s'appelle Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés, chez Albin Michel, avec des tas de photos prises par vous. Et donc, Nicolas, je suis très impressionné, il est agrégé d'histoire, diplômé de l'IEP de Paris, enseignant à Paris 1, publié de nombreux ouvrages consacrés à la Grande Guerre, au Moyen-Âge, à l'Allemagne de l'Est, où vous aviez déjà consacré un livre qui s'appelle « Le pays disparu ». Je ne dis pas de bêtises. Merci, Nicolas. Pas pour l'instant. Et il y a l'autre temps, le temps court, le temps fulgurant, le temps du journaliste. Bonsoir Michel. Celui qui tout à coup accélère, change la donne, transforme le monde avec un avant et un après. C'est fou ce qu'on dit, on aime dire ça, nous, à la télé. Et peut-être que là, ce n'était pas faux. Le temps du journaliste qui se fait à son tour historien, oui, des événements, pour tenter de comprendre ce que, à commencer par lui-même à l'époque, il n'avait pas compris. On voit un journaliste qui fait amende honorable, c'est pas si courant. Le temps, donc, fil conducteur de nos vies, avec ses capacités de fibrillation permanente, c'est bien ce que nous allons évoquer. Et alors, je salue la présence d'un invité surprise, Alain Vider, qui est là, et qui était le rédacteur en chef du journal de 20 heures sur Antenne 2 au moment même de la chute du mur. Je ne vous raconte pas le stress, et pardonnez l'expression, le bordel incroyable qu'il y a eu ce soir-là à l'antenne. On en parlera. Parce qu'effectivement, la télévision a joué un rôle là-dedans. Michel en parle longuement. Donc, Michel Meyer, ancien correspondant d'Antenne 2, puis directeur de l'Info de Radio France, créateur de France Info, écrivain, rédigé plein de bouquins, là aussi, impressionné. Et donc voilà, ce sont nos deux invités ce soir. Et avant de commencer à évoquer cette fameuse journée du 9 novembre, je vous propose de regarder une première vidéo qui s'appelle « La Grande Explication ». La Grande Explication, c'est une série qui s'attaque aux faits historiques. Et cette Grande Explication sur la chute du mur de Berlin a été coproduite par France TV Éducation et l'INA. Et vous allez voir, ça va nous permettre de nous remettre dans le contexte
De 1945 à 1989, première vidéo, allons-y. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et sa capitale sont partagées en 4 zones d'occupation par les puissances victorieuses. La zone soviétique, la zone américaine, la zone britannique et la zone française. Mais très vite, l'unité des vainqueurs se fissure et les relations entre les États-Unis et l'URSS se dégradent. C'est le début de la guerre froide. À l'image d'un monde désormais devenu bipolaire, 2 Allemagnes hostiles se font face. À l'ouest, les puissances occidentales qui forment la République fédérale d'Allemagne. À l'est, les soviétiques qui créent la République démocratique allemande. Berlin, quant à elle, est coupée en 2. Dictature communiste d'un côté, vitrine capitaliste de l'autre. La ville devient bientôt le symbole d'une guerre froide qui s'intensifie. Dans les années 50, plus de 2 millions de citoyens fuient le régime totalitaire est-allemand pour s'installer à l'ouest. Pour arrêter l'hémorragie, la RDA ferme progressivement ses frontières, jusqu'à les rendre complètement étanches. Le 13 août 1961, au petit matin, les Berlinois découvrent avec stupeur un mur de briques et de barbelés empêchant de circuler entre l'est et l'ouest de la ville. Dans les jours qui suivent, des hommes et des femmes tentent de s'échapper à l'ouest. Ils se faufilent entre les palissades encore en construction ou sautent des immeubles qui longent cette sordide ligne de démarcation. Mais bientôt, les briques se transforment en béton et le mur se métamorphose en une véritable muraille de plus de 3 mètres de haut, surplombée de miradors et surveillée par des milliers de soldats armés, les Vopos. Les nouveaux travaux comporteront des barbelés, 10 mètres de terre labourée, 30 mètres de terrain nu, des barbelés, un champ de mine de 25 mètres, des barbelés, 130 mètres de terrain où toute végétation et toute construction auront été supprimées. Malgré les marches de protestation, les appels à la paix et les interventions politiques, les années passent et le mur demeure, froid, impénétrable, abject. Alors on redouble d'ingéniosité pour s'échapper. À chacun de ces retours de Berlin-Est, un deuxième passager était du voyage, insoupçonnable dans une voiture de cette taille. Inlassablement, les familles et les amants qui ont été séparés continuent de se donner rendez-vous le long de cette absurde fortification pour échanger un signe ou un regard. Ils devront attendre presque 30 ans pour être enfin réunis. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev est élu à la tête de l'URSS et promet de réformer en profondeur le système soviétique pour le rendre plus efficace. C'est la perestroïka. Un vent de changement souffle sur l'URSS et les pays satellites se libèrent du joug communiste. En 1989, le rideau de fer s'effrite. La Hongrie ouvre sa frontière avec l'Autriche. Puis c'est la Tchécoslovaquie. À l'inverse de la Hongrie, en Allemagne de l'Est, les dirigeants sont d'accord, eux, pour ne rien changer, et cela malgré la fuite de leurs concitoyens. Ce n'est pas du tout l'avis des milliers de manifestants qui, un peu partout dans le pays, demandent plus de liberté. On en arrive à cette fameuse soirée du 9 novembre. Alors, je voulais vous demander à l'un et à l'autre, d'abord si vous avez quelques remarques à faire brèves sur ce petit rappel, et aussi où vous étiez l'un et l'autre le 9 novembre. Michel. Moi, j'étais en France, j'étais dans un contexte de responsabilité à Radio France, et cet événement m'a tout à fait surpris. J'avais fait précédemment 15 ans d'Allemagne au titre de correspondant, et bien entendu, cette affaire, aussi abrupte qu'elle est survenue, m'a considérablement étonné, et je n'ai pas trouvé le début du quart d'une explication rationnelle pour expliquer ce qui s'était passé ce soir-là, spécialement. Et bien entendu, provoquer tu t'es dit, il faut que je comprenne. J'ai décroché le contrat offert par un éditeur français, et j'ai commencé mon enquête, et j'ai commencé à écrire le livre de l'histoire secrète de la chute du mur de Berlin, car il s'est bien s'agit d'une histoire secrète et relativement méconnue, mais on est là pour en parler. Absolument. Avec mon voisin. Nicolas. Oui, une petite remarque pour que le public comprenne bien le contexte. Le film dit que c'est une forme d'absurde fortification.
c'est un peu un regard rétrospectif, parce Oui. qu'il faut le rappeler, on est quand même dans une période de guerre froide, et les deux Allemagnes commençaient à connaître des voies divergentes. Donc il n'y avait pas l'idée que l'unification était forcément le destin ultime des deux Allemagnes. D'ailleurs, on le voyait bien en Allemagne de l'Est, où tout un ensemble de choix étaient faits qui montraient que l'Allemagne de l'Est se considérait comme l'héritière de l'entièreté de la nation allemande. Et donc pas simplement un petit bout qui était amené un jour à se réunifier. Donc le film est un petit peu normatif, en expliquant que forcément c'était absurde. Non, c'était pas forcément absurde, d'une part parce que ça commençait à durer, la séparation, et d'autre part parce que, évidemment, on est dans un contexte de guerre froide. Donc il y a des adversaires, il y a des luttes. Donc il ne faut pas avoir l'image que c'est les méchants ou les gentils et les méchants. On est dans un contexte de lutte, et si on oublie ces deux éléments, effectivement, ça paraît absurde. En réalité, il y a des raisons. Et si le mur a été érigé, il faut le rappeler, c'est qu'il y avait une raison qui n'était pas parce que les gens de RDA étaient gentils ou méchants, mais parce qu'il y avait une hémorragie colossale. Oui. Et donc, du coup, que ça menaçait les fondements même de la stabilité du régime et donc de sa pérennité. Et surtout ceux qui partaient étaient souvent les mieux formés. Donc, il y avait aussi l'impression d'avoir finalement, de perdre ses élites après les avoir formées. Voilà. Il y a des arguments, je ne dis pas qu'il est forcément acceptable, mais donc du coup, il faut à chaque fois se remettre dans le contexte et pas juger ex post en pensant que Évidemment. tout amenait naturellement à la chute du mur, qui était forcément absurde pour les gens de l'époque. C'est le piège, cette réécriture. On peut totalement souscrire à ce qui a été dit, en notant néanmoins que, électoralement, les gens qui quittaient l'Allemagne de l'Est votaient avec leurs pieds. Et ce phénomène hémorragique, ou à ce phénomène hémorragique, s'ajoutait quelque chose de beaucoup plus grave, c'est-à-dire la décroissance ou l'absence de croissance, qui fait que toutes les illusions que l'on peut avoir en termes de technologie et de performance à ce niveau-là, qui valaient d'ailleurs l'admiration de l'Allemagne de l'Est dans les autres pays du pacte de Varsovie, eh bien tout cela, il faut le relativiser. Pourquoi ? Parce que les fonctionnements courants de ces pays, et notamment de l'Allemagne de l'Est, eh bien, c'était des crédits quémandés 3 ans avant la chute du mur aux Occidentaux, et notamment en Allemagne de l'Ouest. Avec une seule mention d'ordre de grandeur, oui. On peut évaluer ce qui a été versé à la Banque centrale est-allemande dans un contexte de mise sous perfusion avant la chute du mur de Berlin, et c'est très important de le noter, à quelques 3 milliards de Deutschmark. Oui. Et ça, ce n'est pas anodin. L'Allemagne de l'Est a vécu à crédit sur son voisin et rival idéologique pendant pratiquement 3 ans, avant, on va développer ça. Il y a autre chose à dire plus tard, oui. C'est qu'il est arrivé un moment où les Allemands de l'Ouest ont cédé de l'argent, ont offert de l'argent, notamment à des pays du pacte de Varsovie, pour commencer à modifier la logique de cette cohabitation. Alors, on va y revenir après. On va reparler de la journée que nous allons affronter, décortiquer un peu, qui est celle du 9 novembre. Le 9 novembre, c'est une date qui résonne dans l'histoire allemande, Nicolas Offenstadt. Oui, bien sûr, puisque le 9 novembre, jusque-là, c'était avant tout la nuit de cristal, le 9 novembre 1938. Et donc, évidemment, c'était un jour extrêmement sombre, puisque c'est ce moment où les nazis avaient commis tout un ensemble de pogroms dans toute l'Allemagne, détruit les synagogues, et que c'était un des signes de la radicalisation de la politique anti-juive des nazis. Et donc, évidemment, le 9 novembre, c'était jusque-là une date extrêmement sombre de l'histoire de l'Allemagne. Mais il y a un autre 9 novembre qui a trait à une république. Oui, bien sûr. Alors, un autre 9 novembre, cette fois plus glorieux, c'est celui de la proclamation de la République en 1918. Oui. Donc, du coup, c'est effectivement, il y a 3 9 novembre, voilà. Puisque à la fin de la Première Guerre mondiale, donc le régime impérial est à bout de souffle, est défait, et donc le 9 novembre, à Berlin en particulier, après des insurrections qui avaient déjà eu lieu dans les ports maritimes, notamment à Kiel, les ouvriers et les socialistes berlinois, finalement, font déposer l'empereur, qui abdique le 9 novembre. Donc c'est la double proclamation de la République, 9 novembre 1918, d'une part par le socialiste Karl Liebknecht au château, et d'autre part par un socialiste plus modéré devant le Reichstag. Donc c'est évidemment ces 3 dates qui sont absolument symboliques. Et évidemment, du coup, il y a des tas de spéculations dans l'histoire allemande sur ces 3 9 novembre. Et on a même pensé à en faire un jour de fête nationale Absolument, parce qu'il y a eu plusieurs fêtes nationales.
La fête nationale, il faut le rappeler, en RFA, c'était le 17 juin. Oui. Vous savez pourquoi? Non. Alors je vous le dis rapidement, puisque vous m'interrogez sur les... Je connaissais la date, pour vous montrer ce que c'était que la guerre froide quand même, et que donc du coup on était vraiment dans un affrontement systématique surtout. Le 17 juin 1953, c'est là qu'ont eu lieu les grandes émeutes ouvrières, notamment dans toute l'Allemagne de l'Est, pour protester contre l'accélération des normes et les conditions de travail. Et donc, du coup, l'Allemagne de l'Ouest avait pris pour jour de fête nationale un jour qui avait été un jour d'émeute chez son voisin. Donc, c'est vous dire l'élément. 17 juin. Donc, du coup, évidemment, après l'unification, on ne va pas tout raconter si on va être trop long. Mais la question était de savoir qu'évidemment, ça n'avait plus de sens de garder le 17 juin, qui était en quelque sorte une fête nationale de guerre froide. Puisque c'était pour porter le fer. La symbolique changeait de camp. Voilà. Et donc, du coup, évidemment, une des discussions, ça a été est-ce qu'on prend le 9 novembre? Oui. Chute du mur, évidemment, ça ne s'est pas fait, notamment parce que ça rappelait aussi d'autres 9 novembre, et notamment celui de 38, bien compliqué. Exactement. La chute brièvement, du mur, c'est effectivement le 9 novembre. Mais il y a, de façon sous-jacente, une histoire dans l'histoire. On va y venir, Michel. D'accord. On va y venir. J'attends. Michel est un homme d'une rapidité exceptionnelle. Oui. Il y a Guy Leclerc et Michel Meyer. Et ça rime. Et Dieu, alors, c'est toi. on va déjà voir une première chose, c'est l'agenda, on va dire le timing plutôt, de la journée du 9 novembre. Le 9 novembre se tient une réunion Politburo, d'accord? Il est quelle heure là à peu près? 16h30, 17h? L'après-midi est long et... Mais nous sommes des gens de précision, alors je crois que c'est 16h30, 17h. Oui, absolument. Vous voyez? Il y a eu une réunion du Politburo dirigée par un monsieur qui s'appelle Egon Krenz et qui est le patron en quelque sorte de l'Allemagne, patron politique de l'Allemagne de l'Est, car il vient de descendre, si vous me permettez, avec tous les guillemets que vous voulez, oui. Les caciques du régime et le patron du régime ancien, du monde ancien, qui s'appelle Honecker. C'est ce qui se passe à ce moment-là en Allemagne de l'Est, et l'homme est au pouvoir. Il est à la tête du Politburo. Il sait que... Le Politburo, c'est l'organe politique qui dirige le pays. Il sait une chose très précise. Il sait que le 3 novembre... Donc la veille... Non, quelques jours avant. Quelques jours avant. A été, disons, concerté à Bonn, dans l'orbite de Helmut Kohl, et avec un monsieur qui s'appelait Schäuble, qu'on connaît encore aujourd'hui, dans le circuit politique allemand. Oui. Il a été concerté avec l'homme des devises, de l'approvisionnement des devises de l'Allemagne de l'Est, qui s'appelle Charles Golodkowski. Il a été concerté entre Kohl, son directeur de cabinet, et ce proviseur ou ce pourvoyeur de devises, oui. Un nouveau crédit potentiel à la condition que les Allemands de l'Est consentent à ouvrir de nouveaux points de passage dans une logique d'humanisation au niveau de la ligne de démarcation. Donc c'est une négociation financière conditionnelle. Conditionnelle que Krenz doit s'efforcer de concrétiser avec une décision du Politburo. Ce qu'il obtient. Le 9 novembre. Qu'il obtient dans l'après-midi de votre horloge. Oui, du 9. Novembre. Il a bouclé son système, mais son document est, on dirait aujourd'hui, bordélique. Et son document, c'est-à-dire le document qui a été rédigé... Absolument. Pour, accréditer les et avoir conditions. La base sur laquelle on pourra communiquer dans la presse et le lendemain pour mettre en œuvre le dispositif dans les semaines et mois qui suivent. Car les choses sont prévues pour le lendemain, 10h30. Oui, le communiqué. Un mot de Nicolas. Vas-y. Oui, deux choses sur cette... D'abord, il faut comprendre le contexte. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'il y a ces problèmes de frontières qui deviennent particulièrement en tension? C'est qu'en réalité, depuis l'été, il y a déjà de plus en plus de fuites des Allemands de l'Est par les frontières des pays de l'Est qui sont déjà ouverts. Parce que la chute du mur, en réalité, il y a un double contexte qu'on ne comprend pas si on ne le rappelle pas. Le premier, c'est qu'en Union soviétique, depuis la prise du pouvoir par Mikhaïl Gorbatchev, il y a un desserrement global de tout.
Oui. C'est ce qu'on appelle à la fois la perestroïka, la glasnost et l'ouverture des relations internationales. Donc on n'est plus du tout dans un monde où il y a un affrontement bloc à bloc, où on est dans un monde de tension. Il y a cette ouverture. Ce qui n'empêche pas un point précis, qui est essentiel, ce n'est pas une interruption hasardeuse, c'est que début avril 89, pour provoquer en quelque sorte les troubles que tu viens d'évoquer au niveau des pays de l'Est, il y a une visite très insolite qui est commise par un monsieur qui s'appelle Herrhausen et qui est le cerveau stratégique de Helmut Kohl, accompagné du conseiller diplomatique de Helmut Kohl, dans le bureau de monsieur Nemetz, un Gorbatchevien qui est le Premier ministre hongrois. Et c'est un nouveau milliard et demi qui est concrètement posé sur la table ou sur le bureau de monsieur Nemetz. Pourquoi? Pour commencer à mettre en place ces troubles que vous venez d'évoquer en lien avec ce versement et ce que Nemetz promet à ses émissaires de Helmut Kohl, c'est le détricotage du rideau de fer dans un contexte où, dès mai 89, les premiers coups de cisaille interviendront au niveau de la frontière entre la Hongrie et l'Allemagne, avec d'autres manifestations en juillet, et ce que vous disiez, à savoir une situation troublée et des Allemands qui, en vacances sur les bords du lac Balaton, car les Allemands de l'Est sont les Américains de l'Europe en termes, disons, d'aisance matérielle, eh bien, il y a ces dispositions que prennent ces Allemands pour envahir les ambassades dans les pays de l'Est. Et là, je vous laisse reprendre. Pardon, Nicolas, vas-y. Oui. Sauf que le contexte est plus large, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a déjà depuis longtemps des réformes à l'Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie. Donc il faut comprendre ce contexte global, c'est-à-dire que ce n'est pas la chute du mur qui débarque comme ça sur une décision financière ou politique. Il y a la perestroïka. Depuis des années, il y a la stratégie de Mikhaïl Gorbatchev, c'est aussi une stratégie de détente internationale. Donc de toute façon, on n'est plus du tout dans le même contexte. Oui. Depuis 85. C'est pas Khrouchtchev et autres. On est ouverture politique, ouverture économique, ouverture internationale. Donc ça, c'est le premier contexte. Donc qui date au moins de 85 progressivement. Le deuxième contexte, c'est qu'effectivement, depuis l'été, il y a des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est qui fuient déjà par les frontières hongroises, d'une part, qui ont été ouvertes à l'été, et ensuite par les ambassades. Oui. Par un certain nombre d'ambassades de la République fédérale en Pologne ou en Tchécoslovaquie. Donc de toute façon, l'Allemagne de l'Est se trouve confrontée à une fuite de sa population. Donc c'est pas uniquement une question de négociation avec l'Ouest, c'est que de toute façon, il faut prendre un certain nombre de décisions. Alors, il faudra revenir sur ce quiproquo du 9 novembre, mais c'est ça le double contexte. C'est d'une part le gorbatchevisme et l'ouverture, d'autre part la réforme à l'Est qui est déjà en cours. Et puis en Pologne, ça fait des années que de toute façon, le bloc de l'Est s'est fissuré avec le mouvement Solidarność. Et donc, du coup, on est bien loin d'un bloc de l'Est ou d'un coup stable qui s'effondrerait sous le coup de... Alors, on va voir un des actes incroyables du point de vue de l'image. Vous allez voir, c'est stupéfiant. Par rapport à un cafouilleur en amont, non, mais on va en parler a posteriori. Sinon, on comprend rien. Donc, nous allons voir ce monsieur, Schabowski, qui est là, et qui vient d'avoir un certain nombre de recommandations de la part de M. Krenz. Cafouilleuse. Mais cafouilleuse parce qu'il lui dit, voilà, j'ai un papier, il faut que tu annonces un truc extraordinaire qui va être le passage des frontières, mais pas tout de suite, mais il ne lui laisse pas des recommandations claires et strictes sur la temporalité. Et c'est, on y revient toujours, le point essentiel. Alors on va voir cette conférence de presse qui se tient donc à la sortie du Politburo, on est bien d'accord? Krenz du comité central. Krenz a donné ses recommandations à Schabowski et vous allez voir le pauvre Schabowski qui doit dire l'information mais qu'il ne maîtrise pas, dont il ne connaît absolument pas le détail. Rien lu. Et vous allez sentir effectivement l'homme qui cafouille en lisant ses propres papiers. On regarde ça, c'est formidable. Et donc vous voyez que Schabowski cherche l'information, mais quand donc ça va commencer, et lui dit « ab sofort », tout de suite.
Voilà, et ça va démarrer. Et là arrive la suite médiatique. Anecdote, oui. La suite médiatique avec un journaliste italien. Donc il est 19h30, hein, mon ami. Plus pressant que les autres, et qui a posé la question à Chabowski. C'est celui qui dit c'est quand. Oui, absolument. Et ce journaliste, lorsqu'il appelle son rédacteur en chef immédiatement pour lui donner la nouvelle, il se fait renvoyer dans ses murs. On lui dit c'est absolument invraisemblable. Tu dis n'importe quoi. On ne croit pas cela. Et bien entendu, le journaliste italien, il se résigne et il ne dit rien à personne. Et les journalistes qui sont par ailleurs toujours dans l'expectative d'une cafétéria du régime qui s'appelle Moka, hein, oui, absolument. Ces journalistes-là ne savent plus où danser, quoi. Ce qui se passe. Voilà. Nicolas. Il faut rappeler deux choses sur ce texte que devait lire Chabowski, qui donc va déclencher la chute du mur. C'est que d'une part, c'était un texte très confus, parce que le bureau politique était en panique, hein, on l'a dit, il y a des fuites, il y a des pressions partout, l'économie se dégrade, donc ce n'est pas des circonstances calmes. Et ils se sentent en sursis. Absolument. Et donc du coup, premier élément fondamental, en réalité, le texte devait parler uniquement du voyage des Allemands de l'Est à travers la Tchécoslovaquie. Donc le titre n'était pas du tout l'ensemble des voyages, c'était sur la Tchécoslovaquie, c'est le titre. Et ensuite, à l'intérieur, et ça c'est une confusion, il faut y insister, il n'était jamais question dans ce texte de la liberté de voyager. En réalité, il y a deux choses qui étaient toujours là, la demande était là. Donc du coup, il y avait ce qu'on appelle un entrave, donc il fallait toujours le demander. Et d'autre part, cet entrave ne conduisait pas à la possibilité de voyager, il fallait avoir une autorisation, Genehmigung. Donc ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qui changeait? Il changeait que, les services devaient répondre tout de suite, beaucoup plus rapidement qu'autrefois, et deuxièmement, les services de l'État est-allemand ne devaient pas forcément avoir une motivation. Donc du coup, ce qui changeait, c'était un assouplissement. On devait répondre rapidement à une demande qui n'avait plus besoin d'être motivée. Mais il y a deux choses qui n'étaient absolument pas supprimées. C'est la demande. Il ne s'agissait pas de dire « je m'en vais à l'ouest ». La demande était toujours là et on pouvait toujours refuser l'autorisation. Oui. Donc du coup, c'est monumental cafouillage. Donc c'est absolument pas l'ouverture des frontières qui était décidée. C'était un assouplissement du régime du passage des frontières. Sauf que le monde entier comprend le contraire. Oui, mais le monde entier, pas de façon anodine. Le monde entier réagit, y compris les médias locaux, berlinois, y compris les médias d'Allemagne de l'Est, ils ne réagissent qu'à partir du moment où, à 19h09, il y a une dépêche conjointe d'ailleurs avec celle de la DPA, Deutsche Presseagentur, c'est-à-dire l'agence allemande, de Associated Press. Et Associated Press, c'est la référence absolue, sacrée. Et cette référence, cette dépêche d'Associated Press bénit en quelque sorte l'énormité, la bêtise absolue de M. Chabowski. Et à partir du moment, c'est l'évangile pour tous les médias du monde. L'Allemagne ouvre ses frontières. C'est ça. Voilà. Alors en réalité, il ne s'agissait absolument pas de ça, puisque je vous ai dit, on était dans un régime assoupli. C'est clair, c'est un Dupont de Ligonnès, si je puis me permettre, dévastateur, parce que là, c'est la guerre froide, c'est la planète qui va changer d'équilibre. Et là, ce qui crédibilise cette annonce de l'Associated Press, c'est paradoxalement, avec un déroulant en bas de l'écran, la télévision est-allemande. Alors on va regarder quelques images. On est dans une folie. Sans le son, si c'est possible. Je crois qu'on a la présentatrice, effectivement, de ce petit journal, si je ne suis pas en train de provoquer du Actuelle caméra. Voilà. Où effectivement, vas-y Michel, il y a donc effectivement ce bandeau qui dit... Un déroulant et la crédibilisation augmente d'un grade, et dans ce contexte-là, les premiers... Qui parle des graines... Tout à fait, des graines de l'ouverture des frontières. Oui, je parle de l'ouverture des frontières. Les frontières ne sont pas ouvertes, mais la foule commence à se presser. C'est ça. Et l'un des chefs du régime que j'ai interrogé a posteriori, il s'appelle Schwanitz, c'était le numéro 2 du régime, et il m'a expliqué qu'il était en train de dîner dans une rue qui se rapprochait de la Bornholmer Straße, dont on
on saura que c'est là que les premiers Allemands de l'Est ont franchi la ligne de démarcation vers l'Ouest. Eh bien, il m'a dit qu'il entendait des bruissements dans les rues, il ne comprenait pas ce que c'était, il a appelé Milk, son monstre de chef, et lui non plus ne savait pas ce qui se passait. Et bien entendu, il y avait à partir de ce moment-là une pression aux frontières, et notamment au point de passage de la Bornholmer-Straße, où on pouvait craindre un accident majeur avec des gens qui se pressent. Oui, donc les hommes à poigne sont dépassés. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, et néanmoins, il n'y a pas d'effusion de ça. Oui, alors, il y a plusieurs raisons. Ils sont dépassés, puis il faut oublier qu'il n'y a pas de téléphone portable. Et oui. Donc du coup, les choses sont beaucoup plus ralenties. En plus, l'état-major est à Strausberg, donc bref, ça prend du temps. Et la chaîne de commandement, en fait, le moment où les gens arrivent devant le mur, en réalité, la chaîne de commandement n'a pas eu le temps de donner des instructions. Donc les gardes frontières, finalement, sont démunis. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi? En réalité, il y a des explications à court et à long terme. C'est que, d'une part, et ça à mon avis c'est fondamental, on savait très bien que l'Allemagne de l'Est n'avait plus le soutien, évidemment, du point de vue répressif, de l'Union soviétique gorbatchevienne. Donc on était dans un tout autre La doctrine Brejnev était abandonnée. Il n'y a pas d'intervention soviétique, c'est fondamental aussi. Et ça, c'est une fondamentale par rapport à ce qui s'est passé en 1953, en 1956, en 1968. Oui. Et d'ailleurs, Egon Krenz, il faut le rappeler, c'est lui qui est aux manettes, c'est quand même lui qui avait félicité les dirigeants chinois pour la répression de la place Tiananmen quelques semaines auparavant. Pour se dégonfler les semaines suivantes, où lui-même n'a pas répondu à ses généraux ou à ses capots, en quelque sorte, qui lui demandaient de faire un Tiananmen local. Mais il a été aux abonnés absents, lui. De toute façon, il n'aurait plus le soutien, il le savait très bien qu'il n'aurait plus le soutien d'abord de toute une partie de l'opinion, de l'appareil, et puis surtout des soviétiques. Donc vous voyez, le contexte, c'est pour ça que le contexte est fondamental. Ce n'est pas le mur qui s'effondre d'un coup, c'est une temporalité, un feuilletage de temps, le temps gorbatchevien, le temps plus court de ce qui s'est passé déjà depuis quelques mois dans tous les pays de l'Est, qui explique que le mur ait pu tomber si rapidement. Et effectivement, par contre, ce qui est juste, et il le redit tout le temps, parce qu'il est toujours vivant, Egon Krenz, donc il a donné une dizaine d'interviews dans la presse pour les 30 ans de la chute du mur, donc il a re-raconté pour la 20e fois son scénario. Alors il raconte les choses suivantes. Il dit qu'en réalité, Moscou l'avait prévenu déjà que lors de la grande manifestation à Berlin le 4 novembre, il y avait des gens qui avaient eu l'intention de se rendre vers le mur, peut-être pour l'ouvrir, etc. Et qu'à ce moment-là, il avait édité une circulaire en disant « pas d'armes à feu, pas de tir. On repousse simplement physiquement les manifestants. » Donc on était déjà dans un contexte... On était déjà dans un contexte où, d'une certaine manière, on savait qu'on ne réprimerait plus. Donc vous voyez, on a quand même bien évolué par rapport à quelques décennies auparavant. Donc du coup, il n'y a pas de bain de sang, parce qu'en réalité, il n'y avait aucun élément qui le permettait à ce moment-là, ni le soutien des Russes, ni la volonté du bureau politique de faire usage des armes. Et puis évidemment, en plus, il faut le rappeler, c'est des millions de manifestants qui sont déjà dans les rues bien des sûr. mois. Donc tout ça, c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Même, et donc d'une certaine manière, Chabovski, c'est un accélérateur de l'histoire. Oui, mais ça ne fait pas l'histoire. Mais l'histoire était là. Sauf que un risque majeur persistait quand même. Pourquoi? Parce que, et ça c'est pas anodin, Berlin, c'est un lieu quadripartite, où les vainqueurs de 1945 se partagent l'autorité et le pouvoir. Et dans ce contexte-là, ce que l'on pouvait craindre, à partir du moment où il y a une pression aux frontières, c'est une réaction potentielle dans un contexte où le Politburo ne regarde plus personne et où le pouvoir est déjà dans un processus de dissolution, qu'il y ait au niveau de la Nationale Volksarmee, c'est-à-dire l'armée populaire est-allemande, des réactivités spécifiques que l'on percevait. C'était pas majeur, mais on les percevait. Et par rapport à cela, qu'auraient fait les soviétiques dans ce contexte? Et c'est là qu'intervient un homme providentiel, ça ne vous surprendra pas, il s'appelle Gorbatchev, et il dit qu'il va se coucher à Moscou. Là, tu parles de la soirée du 9. Mais bien entendu, bien entendu. Et oui, ça se passe. Et il dit c'est une affaire interne. C'est une affaire intérieure allemande. Donc, il demande à Shevardnadze, son ministre des Affaires étrangères, de régler la situation, ce qui n'empêchera pas d'être fou furieux le lendemain matin. Mais c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait là est absolument essentiel, car ça explique la non-intervention de l'armée rouge ouest
J'entends. Et on reviendra après sur la situation. Alors, je voudrais qu'on fasse juste un petit pas de côté parce que ici, vous tous, la plupart, vous avez eu connaissance de cet événement par le journal télévisé. Et donc, on va regarder un premier extrait qui est un journal qui, à l'époque, faisait grand bruit, qui était celui de la 5. Et vous allez voir, c'est assez étonnant ce que le ton et surtout le dispositif que propose la 5 ce soir-là. Allons-y. Entre ce coup de pioche historique à 1h du matin cette nuit sur le mur de Berlin et ce coup de truelle du 13 août 1961, 28 ans, 79 morts. Et à l'heure qu'il est, des soldats est-allemands font le contraire de ce que vous voyez. Ils sont en train de détruire le mur de Berlin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toute la rédaction de la 5 est mobilisée pour vous donner un maximum d'informations sur ce qui se passe actuellement en Allemagne. Nous sommes mobilisés avec nos envoyés spéciaux à Bonn, à Berlin-Est, à Berlin-Ouest, à Munich, à Washington et bien sûr à Moscou, et également avec les invités que Pierre-Luc Séguillon a réunis autour de lui pour analyser les nouvelles donnes. Vous avez d'ores et déjà un dispositif que vous connaissez par cœur qui se met en place, qui est celui de l'information en continu. Un plateau avec quelqu'un qui dit on est en relation avec le monde entier, et puis on a nos experts qui sont là pour parler avec nous de l'événement qu'on va suivre sur une durée qu'on ne connaît pas, peu importe, c'est parce que l'événement le dicte ainsi. Alors ils ont un problème, nous sommes 24 heures plus tard, c'est le 10 novembre, le satellite a permis d'envoyer les images, de recevoir ce que la télévision allemande diffuse, mais ils n'ont pas le direct. Et le direct, c'est du côté de la 2, avec mon ami Alain Vider qui est là, qui lui est en régie et qui va voir arriver les images d'une Christine O'Krent. Vous vous souvenez de Christine O'Krent, qui est en direct sur le mur de Berlin, au pied du mur de Berlin, qui pense qu'elle est en direct, elle, dès 20h, parce qu'elle a un truc formidable. Il y a Helmut Kohl qui passe juste devant elle. Helmut Kohl lui dit son sentiment sur cette chute du mur. Et puis, il y a un grand monsieur qui s'appelle Yves de Villers qui fait des signes à O'Krent et qui lui dit « Ben non, il n'y a rien qui passe, l'image, on n'a rien vu parce que la ferraille qui est dans le mur de béton a déréglé la coupole qui tape sur le satellite. Donc, les images ne sont pas arrivées à Paris. Désespoir total, désordre et catastrophe incroyable, tu nous en diras certainement un mot, Alain. Et à 20h30, arrive à la fin du journal pour une spéciale, parce que là aussi on commence à se mettre en spécial, comme on dit, la fameuse image. On va revoir ça assez rapidement avec ce petit montage. Il est 19h30, journal de la télévision est-allemande. Exceptionnellement, aucun titre place immédiatement aux images chocs de la journée. Dans les rues frontalières de Berlin-Est, des files d'attente de trabants partant vers l'ouest, des postes frontières et des tampons distribués à tour de bras sans problème, et des employés d'usine qui partent en équipe visiter l'autre côté du mur, juste pour voir. Mais immédiatement, le commentateur insiste sur un fait. Tous ces gens reviendront ce soir. Ils ne partent que par curiosité faire du shopping chez nos voisins de l'Ouest.
Durant plus de 13 minutes ensuite vient Friedrich Dickel, le ministre de l'Intérieur. Il explique en détail les formalités pour les départs. Elles seront sans problème, promet-il. Il combat la bureaucratie et veut la liberté pour son peuple, ajoute-t-il. Preuve à l'appui, ces images en direct. Le journaliste souligne l'extraordinaire facilité pour passer à l'ouest. Mais surtout, il parle d'ordre et de discipline. Il parle de la bonne ambiance. Image extraordinaire, ces Vopos, policiers détestés hier, qui reçoivent aujourd'hui des fleurs pour un tampon. Alors nous avons maintenant en ligne notre envoyée spéciale Christine Ockrent. Christine, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes où exactement? Oui, bonsoir Daniel. Eh bien, nous sommes très exactement au checkpoint Charlie, vous savez, le passage légendaire au pied du mur de Berlin. Hier, le symbole de la guerre froide et aujourd'hui, le symbole de ce formidable chambardement à l'Est. Et à 20h pile, le chancelier Helmut Kohl est passé parmi nous pour aller à son tour, sous les vivats et les sifflets de la foule, aller vérifier les sourires qui maintenant, sous la moustache des Vopos, donnent à tout ceci une allure véritablement surréaliste. Il faut dire que vraiment, Daniel, ce soir, c'est ici qu'on sent battre le cœur de l'Europe. Christine, vous m'entendez? Oui, Daniel, je vous entends très mal, mais nous sommes ravis d'être enfin en liaison image avec vous, parce que depuis 20 heures précises, depuis l'ouverture du journal, la scène ici est étonnante. Je vous le disais par téléphone il y a un instant, le chancelier... Voilà, donc là, vous assistez à la naissance d'un autre phénomène, c'est intéressant de le noter, qui est lié également à cette journée du 9 novembre, qui est la naissance de la télé en direct, l'info en continu. Et tout ça parce que, effectivement, cet ingénieur de Villers a mis au point cette antenne satellite, ça fait ses 700 kilos, une tonne, et pendant la nuit, tu as affrété un avion, Alain, de façon à pouvoir poser l'appareil à Berlin et pouvoir diffuser en direct. Les téléspectateurs ont d'ailleurs vu cette séquence mémorable du violoncelliste Rostropovitch. Merci. Jouer au pied du mur et le soir, la séquence en direct. Eh bien là, il y a effectivement, avec la 5, on se mobilise, on a les gens partout, on a le plateau, plus le direct, eh bien vous avez l'équation de ce que vous voyez maintenant tous les soirs. Alors, je voudrais vous poser quand même quelques questions sur ce qu'on vient de voir. Il est dit à un certain moment, et je vais peut-être la demander à Nicolas, il se fait que la plupart sont partis, mais revenus. Ils n'ont pas, comme ça, déserté comme les autres l'avaient fait auparavant, mais eux sont revenus. Nicolas et Michel après. Oui, là aussi, il ne faut pas écrire l'histoire avec la suite. Oui. À ce moment-là, personne n'envisage la fin de la RDA. Hein, c'est des choses que, évidemment, on sent bien qu'il y a des choses qui ne vont plus. On sent bien qu'il y a des réformes possibles. Hein, mais si on l'envisage sur quelques années. Hein, donc personne n'imagine que les choses vont aller aussi vite le lendemain. Hein, donc il était évident que les gens n'allaient pas à l'ouest pour y demeurer tous. Ils allaient pour voir, ils allaient pour consommer, ils allaient, etc. Donc c'est un processus. Hein, cette rapidité entre ce qui va se passer, ça va durer un an vraiment. Hein, ça va durer un an entre novembre 89 et puis l'unification octobre 90. Personne à ce moment-là ne pense que ça va être aussi rapide. Donc c'est pas complètement faux quand Dickel dit ils vont revenir, mais bien sûr. Hein, personne n'envisage qu'on est en train que l'unification va être si rapide. Et donc, du coup, c'est assez intéressant de se remettre dans l'époque. Hein, c'est-à-dire qu'on envisageait... Il y a des gens qui envisagent de tas d'autres scénarios. Par exemple, un scénario, évidemment, qui a été fait par beaucoup d'intellectuels à l'époque, c'était un scénario qu'on a appelé de troisième voie. Hein, c'est-à-dire de garder une RDA, mais démocratisée, ouverte, ce qu'on a appelé un socialisme à visage humain. Oui. Donc, vous voyez... C'était le cas notamment des pasteurs et des écolo-pacifistes allemands qui étaient très nombreux et bien entendu des crypto-communistes qui voulaient une confédération en quelque sorte, plus qu'autre chose. Donc du coup, rien n'est joué hein, de ce point de vue-là, en tous les cas, en termes de tempo. On se doute bien que les choses doivent évoluer et que la RDA est à bout de souffle. Et c'est peut-être aussi un élément important pour comprendre aussi pourquoi les gens se précipitent à l'ouest. Vous avez évoqué la dette énorme hein, contractée à l'égard de l'Allemagne de l'Ouest, mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on est dans une RDA, effectivement, dans les années 80, qui est économiquement extrêmement affaiblie, ce qui n'est pas le cas avant. Hein. Donc cette question de la dette, c'est vraiment les dernières années. C'était une référence économique et technique et scientifique, voilà. L'Allemagne de l'Est. Et donc, dans les années 80, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on est dans une économie de pénurie.
il manque beaucoup de choses. Les usines sont parfois très mal alimentées en pièces détachées, en machines, etc. Et il manque beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Pas tout. Il ne faut pas imaginer non plus une caricature de RDA où tout le monde crevait de faim et faisait la queue. C'est pas vrai non plus. Il y a des choses qu'on avait très ordinairement comme partout ailleurs. Les produits de première nécessité étaient complètement assurés. Il n'y avait pas de problème. Mais je vais vous donner des produits qui ne sont pas assurés. Et c'est très trivial de l'évoquer, mais c'était réel. Le dentifrice et le papier de toilette. Oui. Et donc, impossible. Vous voyez, c'est stupide. J'entends. Oui. Donc du coup, le passage à l'Ouest aussi, et ce qui va accélérer le processus aussi de réunification, c'est cette volonté de profiter d'une société qu'on imagine de l'abondance et de la consommation. Et qu'on ne voyait qu'à travers la télévision occidentale, la télévision d'Allemagne de l'Ouest, qui étalait la profusion consumériste. Que voyaient les gens bien de l'Est entendu, en noir et blanc, parce qu'ils n'avaient pas de bon système. Par rapport à ce que l'on dit, il y a également, par rapport, non pas au retard, mais par rapport au timing de ce qui s'est passé, tout de même un événement extrêmement important et qui va accélérer les choses et changer la qualité de l'atmosphère politique entre les deux Allemagnes, et les deux Allemagnes sous la surveillance, bien entendu, de leurs 4 vainqueurs. Oui. Parce qu'on est dans cette logique. C'est quoi? C'est, à une date précise, 2 semaines et demie, en quelque sorte, après la chute du mur, dans les conditions que l'on vient de décrire. En décembre. Il y a le plan en 10 points de Helmut Kohl qui surprend tout le monde, car il le présente au Bundestag en surprenant ses voisins, ses vainqueurs, ou les vainqueurs de l'Allemagne, et ses amis. Dans un contexte que, je pèse mes mots, mais pas tellement, qui a suscité quand même une forme d'effroi par rapport à ses alliés chefs d'État. Il faut quand même rappeler que Mme Thatcher, qui n'avait visiblement pas acheté de sac à main, se promenait avec un énorme cabas duquel elle sortait une énorme carte pour dire « Mais comment voulez-vous que l'on contienne cette espèce de pays monstrueux qui s'appelle l'Allemagne ?» L'Italien parlait d'un retour du nazisme. Andréotte. Oui, bien entendu. Et au même moment, eh bien, François Mitterrand se précipitait à Kiev pour rencontrer Gorbatchev, qui lui-même lui expliquait qu'il fallait qu'il fasse attention parce qu'il avait des généraux qui n'étaient pas forcément commodes. Il y a eu ça également. C'est-à-dire le retour, et Kohl lui-même appelait bien entendu le retour de son propre pays à une espèce de capacité d'impressionner ses voisins. Il appelait ça un klops, c'est-à-dire une espèce de masse de bois ou d'acier qui gênerait en quelque sorte ses voisins, car l'Allemagne restait perçue comme une entité non pas à risque, mais problématique. Oui. Vous disiez, Nicolas, qu'il y a le mouvement de l'histoire qui est là et qui, de toute façon, ne se résume pas, effectivement, à un mur qui tombe comme ça par miracle. Mais le rôle des hommes a été important. Je dis ça par rapport à certaines doctrines qui disent que l'histoire, les hommes, n'ont pas le rôle qu'on pourrait leur prêter. Kohl, effectivement, de votre point de vue aussi, joue un rôle important dans cette mécanique et dans ce qui va suivre après la chute du mur. Oui, bien sûr, il joue un rôle important, mais vous allez dire que je reviens au cadre. C'est tout à fait juste. Mais si on regarde, par exemple, ce plan en 10 points, ce que dit Helmut Kohl, il dit ce qu'il a toujours dit. Il explique qu'il est pour l'unification de l'Allemagne. C'était une rhétorique qu'on avait déjà. Oui. Sauf que le problème, c'est que ça devient une réalité. Oui. C'est-à-dire toute cette rhétorique qui tournait à vide au Bundestag pendant des décennies. Certes. Oui, on est pour l'unification, très bien. Mais là, le plan devient très concret parce que c'est une mécanique qui peut se mettre en place. Donc oui, mais ce qu'a fait Kohl, et je pense que ça c'est évidemment le propre, c'est d'avoir compris qu'il y avait une fenêtre d'opportunité par rapport au contexte international. Mais c'est pas Kohl, pas plus que Egon Krenz. C'est l'idée qu'il y avait une fenêtre. Cette fenêtre, c'était le gorbatchevisme. Oui. Comme le disait à l'instant Michel, Gorbatchev n'était pas non plus le seul maître à bord. Il y avait des forces réactionnaires qui, en Russie, allaient contre, et dont on sait qu'elles ont finalement assez triomphé. Donc du coup, la force du gouvernement allemand, ça a été force et faiblesse peut-être par rapport à aujourd'hui. On y reviendra si on a le temps d'aller sur les années 90. C'était de dire qu'il faut aller vite. Oui. Donc c'est là où ils ont joué un rôle.
Oui. Mais le contexte était là, le cadre était là. C'était la fenêtre d'opportunité d'une Union soviétique qui est prête à accepter ça. Et la France, d'ailleurs, aussi, sous certaines conditions sur lesquelles je reviendrai. Oui. Donc, les hommes ne font jamais l'histoire sans un cadre, sans la capacité à saisir un cadre. Et là, ce cadre-là, ça a été celui de se dire, peut-être que cette fenêtre va se refermer. Et donc, du coup, il faut aller très vite. D'où ce plan de la fin novembre, et d'où ensuite le tempo accéléré de l'unification qui a surpris beaucoup de monde. Comme je dis. C'est tellement vrai que ceux qui ont suivi Kohl dans un esprit de containment, dirait-on en anglais, c'est M. Bush-père qui est arrivé au pouvoir à Washington et Gorbatchev au sommet des tempêtes de Malte. Sommet des tempêtes parce qu'il y avait une tempête invraisemblable qui n'ont pas pu aller sur le bon bateau. Ils ont sifflé la fin de la récréation. Mais si je vous avais dit fin décembre 89 que la réunification des Allemagnes allait être effective en octobre 90, vous m'auriez pris pour un triple fou. Eh bien, ça a eu lieu grâce et à travers un autre processus quasiment miraculeux et improvisé, non pas par Kohl en l'occurrence, ni Gorbatchev, qui a dû l'accepter bien entendu. Ça a été ce plan 4+2, on l'a appelé comme ça, qui a consisté à ce que les 4 puissances victorieuses de l'Allemagne qui étaient entre eux en guerre froide à 2 contre 2 ou à 3 contre 1, eh bien, ces 4 puissances ont réussi à réunifier, à travers tout un processus qui s'est étalé durant toute l'année 90, à réunifier les Allemagnes dans le cadre de l'OTAN. C'est un exploit considérable qui, là encore, a été négocié par Kohl avec Gorbatchev pour beaucoup d'argent, pour beaucoup de Deutschmark, dans un sommet qu'on a appelé le sommet du Caucase. Oui, mais là encore une fois, tout ça est évidemment important, mais ça n'était possible que parce que l'URSS était affaiblie. Puisque qu'est-ce que ça voulait dire en réalité que l'Allemagne rentre dans l'OTAN? Ça veut dire la fin d'une partie du bloc de l'Est. Du pacte de Varsovie. Tout à fait. Puisqu'évidemment, à partir du moment où l'Allemagne n'appartenait plus, puisque l'Allemagne de l'Est, vous le savez, appartenait au pacte de Varsovie, donc du coup, c'était les deux alliances contraires. Donc à partir du moment où l'Allemagne unifiée rentrait dans l'OTAN, c'était évidemment l'accomplissement de la politique gorbatchevienne, de détente, d'ouverture, etc. Donc là aussi, le contexte est très important. Et c'est très important aussi par rapport à la position française, parce qu'on a souvent dit que Mitterrand aurait été hostile à l'unification. D'après les derniers travaux, ce n'est pas le cas. Il avait une méfiance qu'il voulait surmonter de la manière suivante, c'est-à-dire qu'en réalité, il demandait à ce que l'Allemagne unifiée respecte tous ses engagements dans le cadre de l'Europe et de l'OTAN. Voilà. Et donc en réalité, il ne s'agissait pas. Et l'Odernice aussi. Et il s'agit effectivement donc, en quelque sorte, de faire que l'Allemagne unifiée, en quelque sorte, soit bordée par les institutions internationales. Mais il ne s'agissait pas du tout d'empêcher, de son point de vue, la réunification ou l'unification, entre guillemets, même si on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que, précisément fort de ce que vous venez de dire là sur l'Europe, que l'euro, la monnaie européenne, est quelque part le fruit de toutes ces circonstances politiques? Oui, dans la mesure où François Mitterrand, qui a eu la réaction qu'il a eue en allant à Kiev, bien entendu, a obtenu de Helmut Kohl, en avril 90, que Helmut Kohl, le visitant à Paris, lui ait dit que l'Allemagne, à l'avenir, allait entrer dans un processus d'intégration à l'Europe contre une forme, disons, de promesse, disons, de mise en œuvre d'une monnaie qui ne s'appellerait pas le Deutschmark, qui s'est appelée l'euro par la suite, dans un contexte où il considérait que ces deux démarches étaient les deux faces de la même médaille. Ça a été un moment extrêmement important pour la confiance entre les deux hommes. Au-delà, ce que vient de dire Nicolas n'accrédite pas, mais confirme ce qui est essentiel et qui ne doit pas être commis comme une erreur de synchronité ou, disons, dans l'ordre des choses. Ce n'est pas le mur de Berlin qui a déclenché ce monde où les Américains ont été l'hyperpuissance jusqu'à pratiquement presque aujourd'hui. C'est le fait que l'Union soviétique, dans sa déliquescence, a permis la réunification. Il ne faut pas inverser les choses. Nicolas ?
Oui, et si on est évidemment dans les facteurs internes à l'Allemagne, si on sort du contexte international qui est premier à mon sens, il y a quand même un élément, c'est qu'évidemment l'économie est-allemande était à bout de souffle. Oui. Donc on l'a dit, elle était endettée, elle était affaiblie. Donc évidemment, il y avait du coup l'attractivité de l'Ouest était encore plus forte qu'à un moment où elle pouvait paraître beaucoup plus performante. Donc c'est évident que du côté de la population est-allemande, il y avait une demande de réforme et une demande de consommation qui ne pouvait être assouvie, pensait-on, qu'évidemment avec des liens renforcés avec l'Ouest. Mais encore une fois, donc ça c'est 2 facteurs supplémentaires. Oui. C'est-à-dire que pour accélérer l'unification, pour que la politique de Kohl trouve un écho en Allemagne de l'Est, il fallait évidemment que cette Allemagne soit aussi affaiblie. Et elle l'était économiquement, elle l'était aussi évidemment politiquement, puisque la contestation était quand même très importante. Il faut rappeler aussi que c'est les Allemands de l'Est eux-mêmes qui ont participé au processus, puisqu'il y a des millions de manifestants. Tout à fait. À la fin de l'année 1989. Oui. Donc des manifestations qui ont commencé à augmenter de manière très considérable à l'automne. Oui. Début septembre. Et donc, du coup, c'est quand même un pays qui, économiquement, est très affaibli et politiquement qui est en ébullition. Donc, évidemment, ça favorise, évidemment. Oui. Du coup, quand l'Allemagne de l'Ouest arrive avec beaucoup d'argent, beaucoup de propositions, beaucoup d'ouverture, évidemment, ça rencontre ce contexte proprement est-allemand, doublement affaibli économiquement. Avec cette idée, sans doute, et c'est pour ça que le choc a été plus important. Je vois qu'on arrive doucement à la fin. Il faudra, je lance juste ça, vous verrez si vous quand on parle ensuite Hervé. Mais du coup, il y a eu l'espérance sans doute chez beaucoup d'Allemands de l'Est, du coup, qu'ils allaient avoir les deux, puisque l'Ouest arrivait avec donc sa consommation, sa société d'abondance, sa liberté de penser et de voyager, et ils pensaient aussi conserver tout un ensemble des protections sociales du régime de l'Est. Donc il y a eu un espoir à un moment donné, une fenêtre d'espoir qui a aussi favorisé l'unification en disant c'est génial, on va avoir en quelque sorte un accès à tous les biens de l'Ouest et en même temps, on va sans doute pouvoir garder un certain nombre des protections que le... Alors, je voudrais qu'on regarde juste une vidéo parce qu'il y a un certain temps qu'on n'a pas revu d'image. C'est la vidéo numéro 9 et on va voir un petit sujet rapide sur la réunification allemande et après on va aller vers un peu le cheval favori de Nicolas, c'est-à-dire de retrouver ces traces de ce que fut ce pays perdu, la RDA. Voyons d'abord ce sujet. Dix jours seulement après la chute du mur, on recommence à manifester pour plus de réformes à l'Est. Et pour la première fois, on réclame la réunification. Helmut Kohl saisit tout de suite le parti qu'il peut en tirer. Le 28 novembre, 19 jours seulement après la chute du mur, Kohl présente un premier plan de réunification. Son message politique est très simple. La réunification, c'est la clé du bonheur allemand, la seule voie vers la sortie de la crise à l'Est. 3 semaines plus tard, il est accueilli triomphalement en RDA. Son message est passé. Il a enclenché une dynamique que rien ne pourra arrêter et que François Mitterrand est le premier à soutenir. La fusion de la RDA dans la RFA apparaît comme un véritable sauvetage. Le 23 août, la décision est prise au Parlement. La date du 3 octobre est retenue pour la fusion, celle du 2 décembre pour les premières élections générales allemandes depuis Hitler. En moins de 11 mois, l'Europe a vu renaître la plus peuplée, sans doute la plus puissante de ces nations. Alors, cette unité allemande qui est donc là maintenant de facto réalisée, elle va se faire au prix de forces violences, je dirais, pour ces espoirs de toute une population qui est celle de l'Est, qui va tout à coup vivre un processus accéléré de mutation, parce que tout simplement, ce qu'elle a vécu doit disparaître quelque part. C'est ça, Nicolas ? Oui, on l'a bien dit, c'est-à-dire, et c'est encore une fois important, c'est encore un contexte de guerre froide, même finissante, et donc du coup, il y a un vaincu et un vainqueur. Et là, il est très clair que du point de vue de la RDA, c'est le triomphe absolu de l'Allemagne de l'Ouest, donc les choses sont comme ça. Ce qui veut dire que du coup, et quand on dit unification ou réunification, c'est 2 mots qui sont inexacts. Il n'y a pas unification de 2 pays, on l'a bien vu
dans tout ce qui a été montré, à l'égal. C'est pas deux pays on en voit bien un qui est complètement dominé par le plan de l'autre. Donc c'est véritablement une absorption, un avalement. Il y a deux mots en allemand qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui. Celui d'annexion, évidemment, pose problème. Vous avez peut-être vu les discussions qu'il y a eu autour du numéro du Monde diplomatique relayé par Mélenchon. Alors évidemment, annexion en allemand, ça se dit Anschluss, donc ça fait évidemment référence à d'autres périodes de l'histoire particulièrement sombres. Mais il y a deux mots que les Allemands, de manière très neutre, c'est pas une charge ou une décharge du régime, emploient, c'est celui de prise de contrôle. En allemand, c'est Übernahme, et celui de Beitritt, qui est adhésion, entrée dans, comme vous entrez dans un parti. Donc, en tous les cas, c'est un processus qui est quasiment monodirectionnel. C'est l'Allemagne de l'Ouest qui absorbe l'Allemagne de l'Est, c'est l'Allemagne de l'Est qui rentre dans l'Allemagne de l'Ouest. Et de fait, du coup, le processus qu'on voit là, il ne reste rien des structures de l'Allemagne de l'Est. Donc, quand on veut débattre, on peut bien sûr débattre des mots. Moi, j'ai pas de religion. Des ruines. Puisque rien de la structure économique n'a été conservé, rien des structures politiques, et même des institutions relativement neutres ont été dissoutes. Par exemple, il y avait évidemment un institut de mesure en RDA et un RFA, celui de RDA a disparu. Donc du coup, il y a vraiment cette idée que chaque chose est calquée sur tout le système de RFA. Et même les sociodémocrates de l'Ouest qui avaient dit l'unification va peut-être être l'occasion de faire passer un certain nombre de mesures sociales qu'on n'avait pas pu en profitant de la dimension sociale de l'Allemagne de l'Est, ils ont échoué en grande partie. Donc vous voyez, le processus, il est complètement monodirectionnel, et donc c'est la fin de tout un ensemble de structures. Alors les structures oppressives, bien sûr, puisque la première institution à disparaître, c'est la Stasi, la sécurité d'État, mais aussi les structures protectrices. C'est-à-dire la santé quasiment gratuite, la culture gratuite. Les maisons de la culture ferment, notamment à Berlin, les unes après les autres, après l'unification. Donc vous voyez, pour les Allemands de l'Est, en réalité, c'est un bouleversement complet. C'est-à-dire que c'est tout un monde qui s'écroule. On n'a pas pesé quels étaient les meilleurs aspects des deux pays pour faire une forme de synthèse et d'unification. Et pourquoi le terme d'unification n'est pas bon? Parce qu'il donnerait l'impression qu'il y a une forme d'égalité entre deux partenaires. Et celui de réunification ne marche pas non plus, puisqu'en réalité, du point de vue frontalier, ça ne marche pas, puisqu'évidemment, cette Allemagne-là n'a jamais existé comme telle. Michel, on peut parfaitement souscrire à ce qui vient d'être dit. Mais on doit également préciser, et j'utilise le terme fréquemment, il est illustratif, j'évoque l'absorption par le boa ouest-allemand de la mangouste est-allemande. C'est ça qui s'est passé dans un contexte ou dans le même temps. Et ça ne remet pas en cause ce qui vient d'être dit, je le précise. Le système allemand dans son ensemble, la compétitivité allemande, d'ailleurs, perfectionné par M. Schröder à contre-emploi plus tard, ça a permis de réaménager l'ensemble du dispositif allemand. C'est-à-dire que l'animal Allemagne, en termes économiques, s'est refait une santé à travers cet effort d'absorption de ce qui n'était pas un corps étranger, néanmoins, mais qui était l'Allemagne. Et avec, bien entendu, une forme de solidarité en échange. Alors, est-ce que c'était cosmétique, pas cosmétique? Je ne le crois pas, puisque cet impôt existe encore aujourd'hui, avec un impôt supplémentaire pour les classes moyennes allemandes qui a été de l'ordre de 7%, et ça dure depuis 30 ans. Donc, on ne peut pas être manichéen à ce niveau-là, et mon voisin ne l'est pas, donc je ne le serai pas plus. Donc, voilà. Mais ceci dit, ça reste un problème, parce que ça continue à la compréhension entre les deux pays, puisque les Allemands de l'Ouest disent ce que vous dites, en disant on a payé 1400 milliards d'euros pour l'Est, ce qui est vrai, pour rénover les centres urbains, pour maintenir le niveau de sécurité sociale. Et les Allemands de l'Est disent oui, mais nous, ça a été une thérapie de choc économique avec du chômage, avec la disparition de toute notre protection sociale. Et donc, du coup, il y a une incompréhension aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cet impôt qui était important, qui était conséquent, régulier, qui a été augmenté et pérennisé. Et de l'autre côté, il y a eu, il faut le rappeler quand même, la suite de l'histoire. Je ne sais pas si vous allez... Mais allons-y. Hervé, mais la suite de l'histoire, c'est quand même, pour les Allemands de l'Est, la découverte de l'économie de marché, de la liberté, et aussi du chômage de masse. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillaient. Alors, bien sûr, le niveau de vie n'était pas génial aux standards occidentaux, mais tout le monde avait un emploi, on était soigné gratuitement, on allait à l'opéra gratuitement quand on était un ouvrier ou quasiment avec son groupe d'entreprise. Et ce qui s'est passé en quelques mois, c'est d'abord, dès octobre 90, il y a 500 000 chômeurs. Ensuite, c'est des millions de chômeurs, sous-emploi, chômage partiel, formation. Donc, ils ont subi ce qu'on appelle ça une thérapie de choc. Et d'ailleurs, du coup, l'Allemagne des années 90, c'est un vrai laboratoire
du libéralisme, du néolibéralisme de ces époques-là. Donc il faut pas. Donc il y a le côté effectivement révolution heureuse. Les Allemands y insistent. Révolution, vous l'avez signalé, sans mort, sans sang versé. Mais il y a aussi ensuite la décomposition économique de toute une société. Absolument. Et là, les choses sont beaucoup plus lourdes et le bilan beaucoup plus compliqué. Ça s'améliore. Un mot, parce qu'après on va regarder une dernière vidéo et passer à Urbex. En termes de niveau de vie et en termes de chômage, mais l'effort demandé a été considérable, surtout dans les 8-10 ans qui ont succédé à la chute du mur. Pourquoi? Parce que les femmes formées, les jeunes gens formés en Allemagne de l'Est ont tous franchi la frontière vers l'Ouest au profit de la partie occidentale de l'Allemagne. Il ne faut pas l'oublier, avec pour effet, et j'en termine là, que la population qui est restée est une population, on l'a vu dans certaines élections, une population d'hommes sans femmes. Et des hommes sans femmes qui se laissent aller à avoir des nuques de cuir quand ils sont un peu jeunes et de voter pour des partis extrémistes. On va y venir lorsqu'ils sont en fin de notre réunion et certainement avec des questions posées ici et là. Je voudrais qu'on voit le sujet numéro 10 sur les nostalgiques de la RDA et après nous parlerons de l'Urbex. Nous connaissons tous la nostalgie, mais moins l'ostalgie, sa version allemande. Pour certains habitants de la RDA, la chute du mur et la réunification ont été brutales. Une certaine frange de la population allemande regrette le paradis socialiste perdu et souffre de mal de l'Est. Alors vivre comme au temps du communisme devient un mode de vie. Reportage de nos correspondants Samassoula et Didier Dahan. C'est un peu comme si, tous les samedis matins, ils allaient au supermarché de leur passé. Aussi, comme Est. Le hangar est exclusivement dédié aux produits de l'Allemagne communiste et à la caisse, on fait la queue avec la bénédiction de Lénine. Un caddie vide comme à l'époque, mais aujourd'hui, les rayons sont pleins. Uniformes de scouts, jouets, vaisselle, linge, ustensiles en tout genre, tous ces objets de la vie quotidienne autrefois si difficile à trouver. J'ai grandi en RDA et tous ces objets, je les connais. Je cherche des choses que j'ai cassées et que j'aimerais retrouver, ce serait bien. Nostalgie de sa jeunesse, à la recherche de cette RDA perdue que certains comparent à un paradis social. On appelle ça l'ostalgie, le mal du pays de l'Est. À l'époque de la RDA, on n'avait pas peur d'être au chômage. On pouvait faire face aux traites, la sécurité sociale était meilleure. On n'avait pas peur du lendemain chez nous. Une nostalgie de crise qui renvoie aux oubliettes les privations et les perversités du régime. Dans l'arrière-boutique, le propriétaire nous en fait la démonstration. Toutes ces marchandises étaient un instrument du pouvoir. Quand il y avait des visites de diplomates et de journalistes étrangers, le régime de RDA voulait donner une impression de profusion. Alors il remplissait les rayons vides avec ses stocks. Longtemps, les Allemands de l'Est ont eu honte d'avoir appartenu à cette époque, nourrissant, une fois l'Allemagne réunifiée, ce sentiment de citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui leur offrent une petite revanche en mettant à la mode ce passé qu'ils ont à peine connu. Au cœur des HLM de Berlin-Est, jadis austère, il est très tendance de descendre à l'hôtel DDR. Le dirigeant Eric Honecker à l'accueil pour un séjour en socialisme réel. Le filon marketing est exploité au maximum. Au rez-de-chaussée, une réplique de salle de réunion de la Stasi avec la ligne directe pour Moscou. Les chambres sont comme à l'époque. Papier peint, mobilier, coca communiste, rien n'a été oublié. Hélène, 26 ans, est née à l'Est. Elle a voulu faire découvrir le décor de son enfance à son petit ami né à l'Ouest. Mes parents ont tout jeté. Ils ne voulaient rien garder de cette époque, alors on vient ici. Comme un besoin pour les plus jeunes de retracer un passé trop vite balayé.
20 ans après la chute du mur, bon nombre de citoyens de l'ex-RDA osent dire que tout n'était pas forcément si noir à cette époque et que l'Allemagne réunifiée aurait peut-être bien fait de s'en inspirer un peu plutôt que de tout rejeter en bloc. Alors, ça recoupe assez ce que nous venons de dire. Tous ces objets, toutes ces traces du paradis perdu, entre guillemets, c'est un peu et beaucoup même ce qu'est votre méthode d'historien. Vous déambulez dans tous ces endroits qui sont parfois dans des états épouvantables. Vous utilisez même l'expression des poubelles, et donc vous cherchez ces traces de ce paradis perdu. À quoi bon? Pourquoi se livrer à cet exercice, Nicolas? Oui, alors effectivement, je pourrais commenter pendant des heures cet extrait. Je me doute, oui. Parce que mon livre, Le Pays disparu, donc c'est 15 ans d'enquête sur ces traces. Et oui. Donc je vais être bref, peut-être, pour vous répondre. Parce que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est très important à comprendre. C'est qu'après 90, les Allemands de l'Est ont eu toute leur histoire dévalorisée par le grand récit de l'Allemagne unifiée. C'est-à-dire qu'on leur a dit, bon ben voilà, maintenant c'est fini, vous dites merci, hein, on vous apporte le bonheur, la liberté de voyager, la liberté de penser, vous pouvez consommer autant que vous voulez. Mais bon, rappelez-vous quand même, vous êtes le produit d'un double échec, une dictature oppressive, donc qui vous a rendu des sujets passifs, et un échec économique, hein, puisque cette économie de RDA n'a abouti qu'à l'effondrement, effectivement, et à l'endettement. Donc du coup, les Allemands de l'Est, qu'est-ce qu'ils pouvaient se représenter d'eux-mêmes dans une discussion publique, dans une émission de télé? Pas grand-chose. Ils étaient toujours renvoyés à être le produit d'un échec. Alors évidemment, ça, c'était une vision de l'Ouest, parce que vous pouviez avoir une vie d'Allemand de l'Est, et des centaines me l'ont raconté, et puis on pouvait être très heureux en RDA. On pouvait être très heureux parce que si vous n'étiez pas un opposant, si vous n'étiez pas mêlé aux affaires politiques, si vous aviez un bon poste, vous n'étiez pas obligé, évidemment, de voir tout ça de manière négative. Vous pouviez avoir une entreprise qui marche bien, être joueur de foot, aller à la pêche, c'était une activité très courue. Bref, il y a des gens qui ont trouvé le bonheur dans ce monde-là. Et donc, à un moment, on lui a dit non, en fait, non, vous ne pouviez pas être heureux puisque vous avez été, comme je vous l'ai dit, simplement le produit de toute cette histoire négative. Et donc, les Allemands de l'Est, forcément, à un moment, ils se sont sans doute un peu sentis sous le choc au début. Donc, ils ont accepté ce discours sur eux-mêmes. Ils ont un peu accepté. Et quand la jeune femme dit mes parents ont tout jeté, c'est vrai. Ça a été même mesuré par les chercheurs, puisque le taux de déchets en Allemagne de l'Est est beaucoup plus important dans les années qui suivent l'unification qu'en Allemagne de l'Ouest. Donc on l'a mesuré, ils jettent tout. Effectivement, ils jettent les meubles parce qu'on veut des meubles à la mode, on se débarrasse des trabants. Il y avait des trabants partout dans les fossés, dans les années 90. Voilà, on se change de peau, effectivement. Et puis, mais progressivement, ça marche. Puis à un moment, arrive le chômage, arrivent les petits jobs, arrive la précarité. Donc tout ce grand discours-là, à un moment, il se confronte à une autre réalité. Donc les Allemands de l'Est ont eu en quelque sorte une forme de double allégeance. Ils se sont trouvés obligés d'être très heureux de l'unification, de gommer ou de mettre sous le boisseau ce passé dictatorial. Et puis en même temps, ils se rendaient compte que la comptable d'une entreprise de Saxe devenait femme de ménage, que le professeur d'université touchait le chômage parce qu'on l'a viré parce qu'il était marxiste. Et donc à un moment, le grand récit ne coïncidait plus. Et donc un refuge qu'ils ont trouvé, c'est justement les objets de la vie quotidienne. Parce que ces objets-là n'étaient pas touchés en quelque sorte, ni par l'échec économique, puisqu'ils étaient là et bien produits, ni par la dictature, puisqu'une marque de lessive ou un jouet d'enfance n'est pas lié. Et donc du coup, ces objets ont joué un rôle très important. C'est pour ça que ces traces m'intéressent. C'est pas parce que je suis collectionneur de petits canards en plastique de l'ex-RDA, mais c'est qu'en réalité, ça raconte l'histoire des Allemands de l'Est et tout ce qu'ils ont vécu. en 1990. Donc j'ai parcouru toutes ces traces et du coup, on voit, il y a plusieurs erreurs dans le reportage parce que justement, on prend ça à la légère. Ouais. Il ne faut pas le prendre à la légère. Pas du folklore. C'est pas du folklore du tout. C'est leur histoire qu'ils vont relire différemment selon les époques, sous différentes formes, et chacun va le faire. Moi, j'ai vu des gens qui étaient très hostiles au régime, mais qui avaient quand même fait une petite vitrine avec des objets de RDA dans leur entreprise. Parce que c'était leur histoire. Oui. Tout en disant, le régime, c'était horrible, j'ai jamais eu envie de revenir. Et donc, quand on dit que ces gens-là veulent vivre comme au temps du communisme, c'est totalement faux. Je pense qu'aucun Allemand de l'Est n'a envie de revenir en RDA, telle qu'elle était. Par contre, certains auraient aimé une RDA telle que je vous l'ai décrite, c'est-à-dire qui se réforment, qui deviennent démocratiques et qui gardent en même temps. Mais personne ne veut vivre comme au temps du communisme. Par contre, qui a eu des aspects positifs ?
Et moi, ce qui m'a frappé, j'ai fait des centaines d'entretiens avec des Allemands de l'Est sous différentes formes, c'est qu'il y a toujours ils essaient toujours de faire une forme de balance entre le positif et le négatif. Alors les plus hostiles au régime, évidemment, ne voient quasiment que du négatif, les plus sympathisants du positif, mais l'essentiel des Allemands de l'Est sont entre les deux, en disant la Stasi c'était insupportable, mais bon, j'étais content d'aller à l'opéra gratuitement. Ou alors, bon, c'est vrai, il y avait un peu d'oppression, mais globalement, hein, les soins gratuits, la santé et l'éducation qui était nationale en RDA, tout ça était positif. Et donc du coup, vous voyez, en réalité, ce qui est passionnant, c'est qu'ils ont une mémoire la place très des complexe. femmes dans la société, voilà. La place des femmes irremplaçable. Absolument. Et donc du coup, effectivement, il y a eu cette idée hein, d'un monde qui a disparu, qu'on ne veut pas revoir comme tel, mais qu'on n'a pas non plus envie de faire disparaître. Alors c'est ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a des traces partout, il y a des immeubles, il y a des lieux de stockage, il y a des archives invraisemblables que vous vous plaisez à récupérer. Je me demande d'ailleurs où vous stockez tout ça, parce que c'est quand même un ensemble considérable. Mais donc c'est étrange, cette ambivalence à l'égard des traces. On ne veut pas les avoir très présentes, et pourtant elles sont là physiquement toujours existantes. Oui, c'est un peu la même chose, effectivement. C'est-à-dire que très souvent, on a envie de se rappeler son histoire et en même temps, on a du mal dans cette Allemagne unifiée, démocratique et libérale à lui donner une place. Et cette ambivalence, elle est très frappante. Par exemple, les petits commerces que vous avez vus, ils fleurissent en fait partout dans toute l'Allemagne. Y compris même à l'ouest, parce que comme l'a dit Michel, il y a en fait 1,8 million d'Allemands de l'Est qui vivent en solde en plus en Allemagne de l'Ouest. Et donc du coup, par exemple, dans la Ruhr, vous avez des épiceries RDA, avec que des produits de RDA pour les gens de l'Est, hein, même dans la Ruhr. Et donc du coup, et en réalité, quand vous parlez avec les gens, moi j'ai fait des enquêtes de terrain, quand vous parlez avec les gens, il n'y a pas un seul discours. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent « c'est mon enfance », d'autres qui disent « le régime était meilleur », d'autres qui disent « le régime était pourri, mais ma vie était agréable ». Et donc du coup, il y a tout un monde comme ça hein, qui revit. Et c'est pareil pour les musées. Dans toute l'ex-Allemagne de l'Est, fleurissent depuis 15 ans de nouveaux musées qui mettent en scène ce passé qui est finalement, comme vous l'avez dit, à la fois très vivant et ambivalent. Dans un contexte de déracinement qu'on oublie de noter par rapport au tableau que vous tracez en fonction d'une science nouvelle de l'historiographie. Qui est l'exploration urbaine. Bien entendu. C'est de nouveau un chiffre très facile à comprendre. L'Allemagne de l'Est, c'était entre 17 et 18 millions d'habitants. Ils sont 13 millions à l'heure actuelle. Vous imaginez l'effet de régénération ou de dispersion auquel on a assisté. Ouais. Et je ne sais pas quel peuple a vécu ce genre d'expérience. On sent que pour l'historien, on est devant une forme d'exception tout à fait troublante. Oui, parce qu'effectivement, c'est la grande différence avec les autres pays de l'Est, c'est l'absence totale de continuité, puisque le pays a été absorbé. Ce qui est le cas d'aucun des autres pays de l'Est. Certains, au contraire, sont nés en quelque sorte de la chute du bloc de l'Est. Et les autres, en réalité, il y a une continuité. Je continuerai à utiliser la métaphore du boa. Voilà. Et donc, du coup, la Pologne, évidemment, c'est plus les mêmes dirigeants, mais l'armée, c'est toujours l'armée polonaise. Absolument. Hein, donc, un certain nombre d'institutions statistiques de Russie sont les mêmes. En RDA, il n'y a plus d'institutions statistiques, il n'y a plus d'armée. Ça a été fusionné et en réalité absorbé. C'est clair. C'est une expérience très particulière. Absolument. Alors, expérience tout à fait particulière aussi, mais allez-y, n'hésitez pas. Avez-vous des questions à poser à nos deux invités qui sont chacun des puits de science? Monsieur. Est-ce que vous pouvez développer? Le micro arrive. Est-ce que vous pouvez développer cette notion de prêt de la République fédérale allemande à la République démocratique allemande avant la chute du mur de Berlin et nous expliquer pourquoi est-ce que ça a eu lieu? Ça a eu lieu sur la base d'une situation économique qui faisait que l'investissement était impossible car l'économie est-allemande ne générait pas de quoi avoir le matelas qui permet d'investir, d'innover et de progresser. L'investissement ne pouvait se financer lorsqu'il existait dans un contexte où d'ailleurs il y avait des problèmes de livraison de pétrole soviétique à destination de l'Allemagne de l'Est ou de renchérissement des prix.
rien ne pouvait être fait dans une logique d'investissement normale sur la base de ressources dégagées d'une performance et d'une compétitivité. C'est la fin de tout lorsqu'on est dans une situation de ce type, et c'était le cas depuis 3-4 ans, et les seuls recours qu'avaient les Allemands de l'Est, c'était leurs frères d'Allemagne de l'Ouest, avec paradoxalement la mobilisation de Kohl et de son meilleur ennemi, à savoir le Bavarois Franz Josef Strauss. Ce n'étaient pas des gens de gauche, généreux, qui collaboraient avec l'Allemagne de l'Est. C'était des Allemands qui avaient également un arrière-plan, des arrière-pensées. Je pense qu'ils étaient des activistes d'une certaine forme de réunification dans le contexte de cette guerre qui s'appelait la guerre froide dans sa traduction économique. Je ne sais pas si on répond clairement. Si, oui, Nicolas. Sur le plan. En fait, pour comprendre pourquoi la RDA en est arrivée là, effectivement, des prêts qui ont été colossaux et qui l'ont beaucoup aidé, notamment. Multiples. Voilà, c'est qu'en réalité, le choix énergétique. La RDA avait un problème de fond depuis le début, c'est l'absence de matières premières et la faiblesse. Et ça, c'est central. Et donc, du coup, le choix qui a été fait, notamment par Honecker, ils avaient le seul énergie dont ils disposaient, c'était le lignite, qui était un charbon de mauvaise qualité. Ils ont fait le choix, dans les années 60 et début des années 70, de la pétrochimie. Choix dramatique au moment de la crise économique des années 70. Et donc le choc pétrolier a été un choc catastrophique pour la RDA, et pas seulement pour les pays occidentaux. Et donc lorsqu'il y a eu le choc pétrolier, tout le choix d'une économie déjà fragile sur le plan énergétique s'est effondré. Et comme l'URSS subissait aussi ce choc, elle ne pouvait plus livrer aussi facilement. Et donc, du coup, un des problèmes fondamentaux qui a expliqué la déshérence économique de la RDA, c'est ces choix énergétiques. Et d'ailleurs, du coup, ils ont redéveloppé à ce moment-là le lignite, mais ça n'a pas suffi. Et donc, du coup, ça a été évidemment une catastrophe sur le plan financier. Pourquoi ? Parce que profitant du pétrole, la RDA avait besoin d'importer beaucoup de technologies, beaucoup d'éléments, etc. Et ce qu'elle ne pouvait plus financer. Et donc la crise absolue, c'était qu'il n'y avait plus de devises. Et donc il fallait les obtenir. Vous voyez, donc du coup, pour comprendre ces années 80 où effectivement l'Allemagne de l'Ouest soutient à bout de bras, en quelque sorte, l'Allemagne de l'Est, il faut remonter à la crise économique des années 70 et au choix de politique énergétique et de devises de l'Allemagne de l'Est des années 70. Autre question ? Monsieur ? Monsieur qui est là. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir sur une question qui pour moi est encore pas trop claire, à savoir les relations des forces vainqueurs à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, encore en 89 au moment de la chute du mur. Du côté du bloc de l'Est, je vois à peu près qui était interlocuteur. Par contre, je vois pas trop comment en RFA ça se traduisait concrètement l'interaction ou l'emprise de M. Bush, M. Mitterrand ou Mme Thatcher. J'ai pas bien compris la question. Si, le rôle des Alliés dans le processus, en fait. Alors, notamment vis-à-vis de l'Allemagne de l'Ouest. Alors, d'après les contacts que j'avais à l'époque, et notamment au retour de Mitterrand, de son voyage à Kiev, le comportement de Mme Thatcher, etc., je dois dire, mais je peux me tromper, ou mes instruments de perception sont peut-être disons, excessifs ou forcés. La réaction a été une réaction, non pas de négation de la réalité, mais de grande irritation par rapport à Helmut Kohl, de grande irritation par son Alleingang, comme on dit, cette manière de se comporter sans avertir suffisamment les amis occidentaux. Je parle des trois, parce que l'Union soviétique n'était pas concernée par ça, et l'Union soviétique n'était concernée par cela que parce que, Gott sei Dank, comme on dirait en allemand, il y avait Gorbatchev. Et il y avait Gorbatchev avec dans son camp le monsieur Nemetz que l'on évoque en ce qui concerne la Hongrie. Tout ça, c'est clair comme comportement et très ambigu en même temps. Très ambigu. À l'Ouest, j'étais dedans. J'étais dans le bain. C'était la stupéfaction. Il
Il ose, le chancelier, faire ce qu'il fait en surprenant tout le monde et en avertissant personne. La réaction était une réaction non pas de panique, il ne faut pas exagérer, mais d'effroi. Le poids et la performance allemande dans un contexte qui n'était plus la guerre, mais qui était la paix, qui était le voisin, etc., il y a un syndrome latin par rapport aux Germains. Et je l'ai vu apparaître là. Je l'ai vu apparaître, je l'ai ressenti. Dans le même temps, la réponse de Helmut Kohl, on l'a dit, ça a été de concéder à François Mitterrand exactement ce qu'il voulait, avec en premier lieu la problématique Oder-Neisse, qui a été sanglante, qui a été très virulente entre Helmut Kohl. Il faut rappeler peut-être que la ligne Oder-Neisse, c'était la nouvelle frontière qui séparait l'Allemagne de la Pologne après 1945. Voilà. Et donc du coup que François Mitterrand avait demandé à Helmut Kohl de garantir définitivement, parce qu'évidemment il y avait des terres allemandes qui avaient été cédées à la Pologne. Donc du coup ça pouvait être remis en cause avec l'unification. Alors, il y avait la réaction de Mme Thatcher que j'ai décrite, mais il y avait également le sommet des tempêtes de Malte, à savoir la pondération de M. Bush, qui, dans le même temps, a ouvert le champ pour que Gorbatchev, dans la situation très fragile qui était la sienne, parce que ses généraux n'avaient pas disparu, ont fait ce qu'il fallait pour signer la fin de la guerre froide, d'une certaine manière. Et là encore, j'y reviens, cette fameuse négociation 4+2, géniale, moi je considère que c'est un exploit qui vaut plus que le Congrès de Vienne dans ses conclusions. C'était colossal, la réussite de cette opération. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas. Je vais peut-être laisser s'il y a d'autres questions. Alors, on a d'autres questions. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Juste une petite question. Vous n'avez jamais parlé d'Honecker et de la façon dont il était un peu lâché par l'URSS et Gorbatchev. Alors, de façon précise, si vous voulez qu'on en parle, Nicolas, vous pouvez y aller, mais je donne des détails précis que j'ai vécus. J'ai vécu j'étais pas par hasard, mais de façon ciblée, j'ai vécu la rencontre fin juin 89 entre Kohl et Gorbatchev, avec un discours surréaliste sur le flux du Rhin et ce que l'histoire allait pouvoir ramener au fil du flux du Rhin. Il y avait déjà une attitude paradoxale de Gorbatchev par rapport à Kohl, je donne la formule, de quémandeur. On en était là également pour la tutelle suprême de l'Allemagne de l'Est, avec bien entendu, dans ce contexte-là, mais je n'ai pas de certitude, mais je suppose qu'il y avait une pertinence à penser comme je vais essayer de le faire. Le cerveau stratégique de M. Kohl était un grand banquier qui s'appelait M. Herrhausen. Et ce grand banquier, par rapport à Kohl, et Kohl par rapport à ses conseillers diplomatiques, avec lesquels on avait souvent des discussions serrées avec avec mon ami Rosenzweig, qui était le correspondant du Monde, eh bien, c'était quoi? C'était de, non pas soupçonner, mais d'être sûr que le principal cerveau stratégique de Helmut Kohl, qui n'était pas un fonctionnaire, mais qui était un grand banquier allemand, était très sensible à la vision de la maison commune européenne de M. Gorbatchev. Et que, bien entendu, M. Gorbatchev, aussi appréciable qu'il puisse l'être dans tout ce que vous imaginez, il n'était pas manchot. Et il avait parfaitement compris que le découplement potentiel dans une logique stratégique imprécise en termes de durée et en termes de délai, c'était la seule issue pour pratiquer un communisme light, en quelque sorte, qui serait compatible avec ce que pouvaient désirer les pays d'Europe occidentale et d'Europe centrale à un terme indéfinissable et que je serais incapable de définir. Mais
je suis dans un registre de spéculation, là. Oui. Peut-être juste un élément pour répondre, c'est qu'en réalité, on peut dire aussi qu'Honecker avait lâché Gorbatchev, parce que l'Allemagne de l'Est, en fait, avait refusé largement la perestroïka. Hein. Il y a une phrase célèbre l'équivalent du ministre de la Culture de l'époque, hein, Kurt Haga, à l'époque, qui dit « c'est pas parce que votre voisin refait son papier peint que vous êtes obligé de refaire le vôtre ». Et d'ailleurs, c'est allé très très loin, puisque même une revue soviétique a été interdite en Allemagne de l'Est, à cause de ses propos, justement, réformateurs. Donc, en réalité, il y avait déjà un découplement de l'Allemagne de l'Est par rapport à la perestroïka de Gorbatchev. Donc, vous voyez, il y a déjà une distance qui s'est creusée entre l'Union soviétique et la RDA à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est quand vous lisez les souvenirs de Necker, parce qu'il a été emprisonné ensuite, il y a ces notes de prison, Gorbatchev, c'est le diable. Hein, c'est le diable parce que c'est celui qui a ouvert avec la perestroïka la fin du bloc de l'Est. Mais donc, vous voyez qu'en réalité, c'est pas lié, il n'a pas lâché au moment de la chute du mur, c'est qu'en réalité, il y avait des politiques qui étaient très divergentes à ce moment-là. 20 secondes. Oui, même 10. Oui. Ce qui a valu à M. Honecker le fameux baiser de la mort de début octobre 89. J'entends. À Berlin. Nous en avons parlé. Alors, moi, je voudrais vous poser une question d'actualité. On voit des mouvements extrêmement extrémistes dans cette Allemagne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est minoritaire? C'est quelque chose qui est périlleux, qu'il faut considérer, qui est menaçant? Comment vous le pesez? Comment vous l'appréciez au regard de l'histoire que vous connaissez? Une phrase. Oui, on va voir. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une interaction, pas énorme, mais une interaction entre l'existence de mâles très seuls dans certaines régions comme le Thuringe, etc. Je ne veux pas systématiser en disant que c'est absolument central. Mais c'est un facteur qui existe, avec dans le même temps, sur l'ensemble de l'Allemagne, une statistique étrange où il y a 15 ans, 70% des partis étaient des partis fréquentables, éligibles, et que maintenant, ils ne sont plus qu'à 30%, quelque part. Donc, c'est quelque chose qui se discute, mais qui existe. Dans le même temps, dans le land de Thuringe, il y a eu un phénomène récent très intéressant, c'est que l'extrême gauche ferait 30%, l'extrême droite est un peu moins élevée au niveau de ses performances, et puis il y a toute une partie centrale. Ça rappelle des constellations qui étaient celles de Weimar. Mais ça se discute. Oui, le voisin d'Audeline. Oui. Non, je ne discuterai pas, c'est trop long, on pourra en discuter après. Dans le couloir ou autour des livres, parce que là, je dois juste vous répondre rapidement. Oui. D'une part, oui, c'est périlleux. Oui, c'est tout à fait périlleux, puisque non seulement il y a le vote électoral, mais aussi toute une violence locale sur le terrain, moi, sur laquelle j'ai aussi enquêté. Et pour vous dire quand même un signe symbolique, c'est que avec l'assassinat, il y a quelques mois, du préfet de Hesse, Lübke, c'est la première fois depuis 1945 qu'un responsable politique était assassiné pour des motifs politiques. Donc on est quand même il y a le registre électoral, il y a un registre de violence, et notamment d'ancrage de l'extrême droite sur le terrain, qui est tout aussi préoccupant. Donc oui, ça c'est la première réponse. Deuxièmement, par rapport à notre discussion jusqu'ici, je pense qu'un des éléments qui explique le vote, un des éléments, les termes électoraux, il y a toujours plusieurs explications, un des éléments qui les explique, c'est évidemment ce ressentiment vis-à-vis des années 90. Parce que pour beaucoup d'Allemands de l'Est, le système, donc ceux qui ont gouverné, c'est ceux qui sont responsables de leur mise au chômage, de leur déclassement. Et donc du coup, l'histoire des années 90 et de l'unification explique aussi le vote à l'extrême droite aujourd'hui, ce qui est montré assez facilement par les sondages. Je ne suis pas un fan des sondages, mais celui-là est clair. Plus vous vous sentez un citoyen de seconde classe, autrement dit une victime de l'unification, plus vous votez pour l'AfD et l'extrême droite. Donc vous voyez, c'est quand même un produit de cette histoire récente. Eh bien, je pense que nous sommes sur le point de clore. Je voulais quand même demander à Alain, parce que je trouve ça assez marrant, tu es là, je travaillais avec Alain pour tout vous dire, et toi tu vois ce qui se passe le 9 novembre. Je voudrais savoir, avec le recul, comment tu vois ce qui s'est passé, comment on a géré ça, quelle est ton appréciation de ça
en matière médiatique surtout. Oui, parce que bonsoir, la plupart des images qu'on a vues sont des images du 10 et pas du 9. Oui. Et donc le 9 novembre, à 19h et quelques secondes, quand on a la dépêche de AP, c'est là où, avec Christine, qui est toujours très férue de diplomatie et de politique étrangère, on dit il se passe quelque chose, il faut y aller. Mais on y va dans la nuit, c'est-à-dire que la fameuse histoire de la caravelle d'Yves de Villers et de sa coupole, ça se passe après le 20h, pas avant le 20h. Et donc à ce moment-là, et c'est d'ailleurs assez drôle parce que sur le plan médiatique, effectivement, Yves, en fait, est un prestataire privé. On a la chance que ça se passe après 20h, c'est-à-dire que tous les administrateurs de France 2 sont déjà partis, donc on prend la décision tout seul. On aurait pu se faire virer pour ça, mais c'est pas grave. Et donc, on a cette opportunité de partir parce que Yves et Christine et moi, on avait vu effectivement les trains qui arrivaient comme ça de gens qui arrivaient de l'Est. Enfin, il y avait des signaux qui n'étaient pas des signaux faibles. Donc, quand il y a eu cette fameuse dépêche, qui ne dit pas chute du mur. D'ailleurs, le mot chute du mur ne s'est jamais employé, ni le jour même, ni même le lendemain. On disait l'ouverture du mur. Ça n'a jamais été les termes de réunification ou de chute du mur. Chute, c'est un terme de journaliste, etc. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu à la fois un pari, c'est vrai, on aurait pu se planter, parce que nous avons, à Antenne 2, ouvert le journal par cette information-là, et il faut savoir que TF1, ce jour-là, n'ouvre pas par cette nouvelle. C'est assez... Je pensais que tu resterais discret. Voilà, c'est comme ça. Et donc, comme vous l'avez souligné les uns les autres, ni la conférence de Chabovski, il n'y a pas de CNN, il n'y a pas de chaîne d'information continue. On n'a pas les images, on n'a rien du tout. La seule information tangible, c'est la dépêche de AP. Et après, ce qu'on appelle les échanges internationaux, on nous donne dans la soirée les fameuses images des balbutiements de M. Chabovski. Mais jusque-là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette information-là n'existerait pas. Et vu d'aujourd'hui, alors dans le contexte que vous avez expliqué les uns et les autres, on est quand même dans une année où les Allemands de l'Est reçoivent des images satellitaires, eux-mêmes dans les manifestations à Leipzig, etc., envoient des images, et le fait que certains médias comme nous valident cette information qui est encore conditionnelle, je pense, moi, que c'est aussi un élément qui a précipité les choses. Bien sûr, c'est un accélérateur. À partir du moment où les médias valident quelque chose qui n'est à la minute même qu'une grosse hypothèse, ça entraîne la chute du barrage et donc l'ouverture du mur. Médias américains. Oui, mais pas seulement. Je veux dire, le fait que c'est global. C'est global, et à partir du moment où l'information est reprise... Le couloir. Donc, je vous remercie énormément. Juste pour vous redire aux uns et aux autres, n'hésitez pas, ces deux grands bouquins, Urbex, RDA, l'Allemagne de l'Est, raconté par ces lieux abandonnés. Il en a plein ses chaussures de la RDA. Et le mur de Berlin, le monde d'après, il y a plein d'infos tout à fait étonnantes là-dedans. Il va sortir un dictionnaire amoureux de l'Allemagne, Michel Meyer, et ils sont à votre disposition pour signer leur livre, là, maintenant, à la librairie. Merci d'être venus, merci beaucoup. En Allemagne, on n'applaudit pas.